Avec cette saison 2, on est bien parti pour avoir sûrement la meilleure série Marvel depuis WandaVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour continuer, on va dire, nos débriefs actu, ciné-série. Alors je vous avoue que là, niveau ciné, il n'y a pas grand chose, il y a le prochain film Michael qui va sortir dont je ferai probablement une critique, mais là on va continuer un peu, on va perdurer dans la critique série, avec cette fois-ci un retour d'une série dont j'avais parlé il y a, je sais plus, 1 ou 2 semaines, voire un peu plus, puisque là j'ai décidé de faire bloc par bloc, c'est plus intéressant que faire épisode par épisode. Je le fais déjà pour la série The Boys, où je fais un épisode par semaine, ça me prend un peu de temps, donc encore ça va, mais pour des séries comme celle dont je vais parler aujourd'hui, on va faire bloc par bloc, c'est beaucoup plus simple, avec cette fois un retour sur les épisodes 4, 5 et 6 de la série, en tout cas de la saison 2 de Daredevil Born Again. En fait, c'est intéressant surtout de traiter cette série, on va dire bloc par bloc, on va dire 2 ou 3 épisodes par vidéo, c'est plutôt intéressant, parce que sur celui-ci, il y a, on va dire, un profond changement qui s'est créé à partir de cet épisode 4, qui va se concrétiser dans l'épisode 5 avec beaucoup plus de passages dramatiques, et un épisode 6 qui va concrètement confirmer le basculement de cette série, avec enfin une volonté de proposer un récit cohérent et une finalité. Pour rappel, j'avais été plutôt satisfait des 3 premiers épisodes de la saison 2, même si j'avoue avoir eu des doutes à partir de l'épisode 3, sur la pertinence de faire avancer les enjeux qui me semblaient assez répétitifs. En fait, globalement, je trouvais que ça n'avançait pas, que c'était assez mou, et que je trouvais qu'en fait, on n'avançait pas dans l'intrigue, et c'était vraiment dommage, surtout pour une saison 2 qui se voulait quand même une partie 2 beaucoup plus cohérente et beaucoup plus, comment je peux dire ça, rythmée par rapport à une saison 1 qui a eu beaucoup de mal en cours d'écriture. Mais voilà qu'à partir de l'épisode 4, on sent enfin un réveil annoncé, que la série va s'intensifier progressivement au fur et à mesure des épisodes. Alors, je vais pas revenir épisode par épisode, parce que déjà, bon, c'est un peu chiant, c'est pas très intéressant de le faire comme ça, et surtout que, il y a des épisodes qui ont été diffusés il y a 3 semaines, donc ça sert à rien, il y a plein de trucs que j'ai oubliés, il y a plein de détails dont j'ai complètement oublié, surtout pour l'épisode 4 par exemple, donc c'est pas très intéressant. Vous vous doutez bien que je vais pas faire une critique à chaud de l'épisode 4 alors que je m'en souviens plus véritablement de ce qui se passe, on va dire du début à la fin quoi. Mais globalement on sent que la saison 2 c'est beaucoup plus corrigé par rapport à la saison 1. Tout simplement parce qu'elle a enfin un point de vue sur, tout simplement sur les enjeux dont elle va amener au fur et à mesure. Principalement pour le maire Wilson Fisk, qui va enfin avoir droit à une forme de quête de rédemption. Il va bien évidemment exploser à la fin de l'épisode 5, avec la perte de sa compagne Vanessa. Le personnage de Vanessa qui était, on va dire, son ultime raison de garder les pieds sur terre et ne pas redevenir un monstre tel qu'il était dans les première saison de Daredevil, et c'est exactement ce que propose l'épisode 6, ou en tout cas son final. En fait, la première idée bien traitée à travers cette saison 2, ou en tout cas les épisodes que j'ai pu voir, c'est le début de la résistance qui va se mettre en place au fur et à mesure des épisodes. Entre les coupures de hacking qui vont mener à la rébellion qui va être symbolisée par plusieurs personnages dans, on va dire, l'entourage de Daredevil et de Matt Murdock, et encore une fois la police, on va dire cette milice un peu privée, qui continue sa rafle anti-super et même anti un peu toute personne qui sont contre la loi Fisk dans New York. Encore une fois, je vais pas revenir dessus, c'est plus en fait, je vais encore me répéter, c'est pas très intéressant. Je reviens pas dessus, mais voilà, c'est toujours, encore une fois, extrêmement pertinent de réussir à mélanger fiction et réalité. La série est excellente car, encore une fois, il s'agit d'établir, on va dire, ce parallèle entre la prise de décision d'un homme ayant les pleins pouvoirs et les États-Unis actuels, qui va être symbolisé par quelque chose d'absurde, mais qui est extrêmement bien traité dans ces 3 épisodes. C'est ce fameux match de boxe qu'on voit dans la fin de l'épisode 4, comme une forme de camouflage médiatique pour le maire Fisk, qui rappelle encore une fois les détours et les énièmes prises de position cachées par Donald Trump dans un certain sens. Au-delà de tous les parallèles qu'on peut faire actuellement, qui sont vraiment très bien traités dans ces épisodes, il y a quand même aussi le personnage de Michael Gandolfini, qui est en fait le personnage qui est responsable de la communication de Fisk depuis la saison 1, qui va en fait avoir droit à cette idée que toute personne, même des personnes qui sont liées à l'administration, qui peuvent être liées à vraiment un milieu très différent en fait de ce milieu de gangster en fait, comme ce personnage peut être compromis par la vengeance, par le goût du pognon, par le goût de l'argent. C'est drôle et étonnant parce que Michael Gandolfini est le fils du regretté James Gandolfini. Bon,
peut-être que vous connaissez pour avoir interprété Tony Soprano dans la superbe série Les Sopranos de HBO, qui justement, le rôle de Tony Soprano était aussi un personnage qui était en quête de rédemption, mais qui finissait par retomber dans cet esprit mafieux, cet esprit de gangster, par le goût du sang et le goût de l'argent aussi. Et là où la série tape vraiment juste, c'est en fait réfléchir sur la question de l'identité et de la moralité. Et encore une fois, ça va être joué à travers les deux symboles, les deux prismes qui sont Wilson Fisk et d'un côté Matt Murdock. Deux hommes avec deux identités, on va dire, bien distinctes, qui ont constamment cherché le pardon et ont continué à réfléchir à leurs actes. Et on voit bien que c'est deux hommes, ou je sais pas, deux symboles, mais deux personnes, qui ne peuvent se confronter que par la violence et le sang. À l'image de ce combat final d'épisode 6, où les deux hommes se battent, on va dire, de manière crue, violente et brutale. Hein. D'ailleurs, peut-être que le combat est peut-être un petit peu court, mais vraiment c'est impressionnant. Et d'ailleurs, il n'y avait pas eu de combat entre Daredevil et le caïd depuis la fin de la saison 3 de la série Netflix, il me semble. Et là, je parle bien du caïd et de Daredevil, je parle pas de leur alter ego, un final d'épisode 6 puissant qui va amener justement à la résistance dans toute la ville de New York, et à la défaite de Fisk, hein, bien évidemment, avec les épisodes 7 et 8, logiquement. Alors je dis logiquement parce que, vu qu'on sait que le prochain film Marvel, donc le fameux Spider-Man Brand New Day, se passe après la saison 2 de Daredevil Born Again, et quand on voit que Spider-Man, de ce qu'on voit dans les bandes annonces, a les clés de la ville, logiquement, oui, il n'y a plus le maire Fisk à New York, ça me paraît logique vu qu'il est anti-super-héros, donc ça me paraît logique. Donc oui, tout va revenir à la normale selon les bandes annonces et selon la chronologie dans Spider-Man Brand New Day. Autre point fort à travers ces 3 épisodes, c'est comment la série va traiter du questionnement de rendre la justice soit par la violence ou par la moralité. C'est même tout l'intérêt des épisodes 4 et 5 qui va s'intéresser à ce sujet à travers la relation entre Benjamin Poindexter, donc l'ancien Bullseye, je suis pas sûr qu'on l'appelle encore comme ça, et Daredevil. Bullseye qui est enfin, je trouve, traité d'une bonne manière et intelligemment. Encore, je le trouvais peut-être trop cliché dans la saison 3 pour véritablement s'attacher au personnage, et je le trouvais trop peu présent dans la saison 1 pour qu'il ait un arc intéressant. Enfin, le personnage apporte un intérêt et permet de pleinement développer toute la complexité, même pas de Bullseye, mais vraiment du personnage de Poindexter, et pas simplement juste le traiter en tant que méchant de Daredevil, et ça c'est vraiment passionnant dans cette saison 2. Il va y avoir droit à une réflexion qui va entamer avec le personnage de Daredevil, et Poindexter étant à l'origine, comment je pourrais dire ça, de la mort, à la fois de Vanessa et de Foggy, qui sont les deux figures qui stabilisaient à la fois Wilson Fisk et Matt Murdock. C'est vraiment passionnant, et j'ai hâte de voir où le personnage de Poindexter va amener, d'autant plus qu'il tient l'une des meilleures scènes de la saison, avec la scène du diner qui est extrêmement bien réalisée. Enfin, toute l'intro de l'épisode 4 est vraiment très très bon. Très bonne, pardon. Alors vous avez pensé que voilà, j'idolâtre la série, non, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts, et que même si elle a corrigé beaucoup de problèmes de la saison 1, elle est pas parfaite, absolument pas. Premièrement, comme j'ai pu le dire, la saison se réveille à partir de l'épisode 4, parce que durant 3 épisodes, tu te demandes encore où veut aller la saison. Enfin vraiment, j'ai bien aimé les premiers épisodes, mais je me dis putain, ça n'avance pas, on fait toujours du surplace, faudrait peut-être faire amener les enjeux à quelque chose de plus consistant, et ça rappelle un peu encore une fois les défauts de la première saison. Donc voilà, à partir du 4e épisode, voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe, ça va. Mais bon, il y a quand même 8 épisodes en tout, donc il y a quand même 4 épisodes où c'est un peu en dents de scie, quoi. Donc c'est un peu plombant, mais c'est pas non plus désagréable. D'autant plus que, étant une série Marvel, série Marvel, on peut l'appeler comme ça, mais c'est surtout une série du MCU, on a le droit à plein de sous-intrigues qui ne servent absolument à rien, et qui sont pas véritablement utiles, quoi. Elles sont vraiment ennuyeuses, quoi. Le personnage de comment elle s'appelle, Ever qui pour moi ne sert à rien pour l'instant. Je trouvais le personnage intéressant parce que elle avait à chaque fois, enfin dans le premier, donc elle était la nouvelle compagne de Matt Murdock, et à la fois elle prenait parti pour Fisk à la fin de la saison 1, et je trouvais que le personnage avait cette forme d'ambiguïté qui était intéressante. Là, je trouve le personnage creux qui n'apporte rien, on la voit pas énormément, et je me dis enfin, ils ont décidé de faire quelque chose d'intéressant à partir de l'épisode 6, où en fait il y a ce traumatisme qu'elle a eu avec le serial killer Muse, qui était un gros gâchis de la saison 1, et enfin elle a une importance. Alors à savoir qu'est-ce qui va amener, mais je me dis bon, on commence à traiter du personnage à partir de l'épisode 6, sur 8 épisodes, c'est un petit peu trop tard, voilà. Donc je sais pas comment ils vont faire, peut-être qu'elle aura une plus grande importance à partir de la saison 3,
On verra. Pareil pour le personnage de Karen Page. Alors bon, malheureusement, c'est que des personnages féminins pour l'instant, mais oui. Alors, on sait que le personnage de Karen Page, c'est pas un personnage qui est beaucoup aimé. C'était pas un personnage qui était beaucoup aimé aussi dans la série Netflix, et je le comprends d'ailleurs, mais j'avoue que j'ai toujours l'impression que cette nana, c'est plus un frein dans l'objectif de Matt Murdock, et elle apporte pas grand-chose, enfin, véritablement. Je sais pas pour vous, mais pour moi, véritablement, Matt Murdock pouvait faire sa résistance tout seul, il n'avait pas besoin d'avoir une nana comme Karen Page. Et d'ailleurs, je me demande comment ça se fait que ça soit pas elle qui s'est fait tirer dessus à la fin enfin, au début du premier épisode de Born Again. Ça aurait été plus impactant en plus. Mais je pense que ça s'explique par le fait qu'elle a un lien particulier avec Frank Castle, donc le Punisher, ce qui peut expliquer qu'elle a un lien plus proche à travers les personnages de l'univers street level de Daredevil. Après, attendons de voir, peut-être qu'elle aura une importance, mais je vous avoue que vraiment depuis le début de la série, pour moi, c'est pas... Alors je sais qu'elle a c'est un personnage qui est très important dans les comics, mais dans la série, elle est plus énervante et agaçante que autre chose en fait, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs la série nous réserve aussi certains flashbacks entre Matt et Foggy, qui ajoutent une forme de continuité bienvenue au personnage, ça c'est plutôt intéressant. Alors bien évidemment la série est pas très bien rythmée, il y a beaucoup trop de blabla, il y a beaucoup trop de passages d'épisodes où on s'emmerde profondément. Bon c'est habituel, hein, il y avait aussi ça dans la série Netflix, attention hein. Faut pas non plus croire que la série Netflix, elle était parfaite, hein. Elle était excellente, elle avait une qualité plus profonde, elle avait des meilleures scènes d'action aussi, mais elle était pas non plus parfaite, hein. Donc voilà, mais bon, c'est pas problématique en soi, si... il y a une finalité qui est intéressante. Alors, sans oublier d'autres personnages qui sortent du chapeau, quoi, qui reviennent, qui repartent, à l'image du personnage de Matthew Lillard. Alors... je crois qu'il s'appelle Mr. Charles. Alors ce personnage, on en a fait tout un foin, tout un pataquès, sur son possible rôle avec Fisk, le mec, il avait des plans diaboliques, etc. On est à 6 épisodes, je ne sais toujours pas à quoi sert ce mec, j'ai pas l'impression qu'il ait servi à grand chose, j'ai l'impression qu'il est juste là pour se la péter et rien de plus. Pour moi c'est un peu un flop ce personnage, alors peut-être qu'il va apporter quelque chose sur les 2 derniers épisodes, mais j'en doute fort, donc vraiment je sais pas pourquoi tout le monde l'a teasé comme le personnage ultra important dans cette saison 2, pour moi il sert un peu à rien. Et pour moi l'autre passage, alors là aussi on l'a vu que un moment, on l'a vu que dans l'épisode 6, mais le retour de Jessica Jones, alors j'espère qu'on la verra plus, parce qu'à ce stade c'est de la figuration. Mais non, je sais qu'ils vont la ramener, mais vraiment la Lana, elle est là juste pour une baston, et c'est tout. Juste elle est recherchée par la loi Fisk, par les flics de Wilson Fisk. Ok, mais c'est tout, alors j'espère qu'on va la voir dans l'épisode 7, l'épisode 8, mais c'est un peu dommage pour les retours des Defenders. D'ailleurs, on sait que les Defenders reviendront sûrement pour la saison 3, peut-être qu'ils feront une apparition à la fin de la saison 2, peut-être, je sais pas. Donc oui, les Defenders reviendront pour Daredevil saison 3, donc ça c'est sûr. Mais voilà, pour un rapide retour sur ces 3 épisodes, ils sont bons, voire très convaincants. Pas parfait, série Marvel oblige, mais putain, vraiment ça fait du bien que Marvel fasse une série télé bonne, enfin fasse vraiment une série qui tient la route, et vraiment je crois que ce n'était pas arrivé depuis WandaVision ou Loki saison 2 quoi. Donc ouais, enfin une série intelligente, une série sombre, avec des vraies thématiques qui font honneur à la fois aux comics, avec des scènes d'action, alors pas à la hauteur de la série Netflix, hein, mais avec des scènes d'action vraiment bonnes, quoi, vraiment convaincantes. Il y a eu un travail, il y a vraiment plus beaucoup de scènes avec énormément d'effets spéciaux, d'images de synthèse dégueulasses, donc tant mieux. C'est un retour réussi pour moi, surtout sur Disney+, où vraiment c'était un peu compliqué. Surtout quand on se rappelle de où venait Daredevil sur Disney+, il avait fait She-Hulk, donc voilà, c'était un peu catastrophique. Et heureusement, voilà, même les personnages principaux ont été extrêmement bien respectés. De Wilson Fisk, qui je pense est devenu un des personnages du MCU les mieux écrits, quoi, hein, les plus intéressants et les mieux écrits, avec Thanos et Loki peut-être. Et Matt Murdock, bah voilà, Daredevil, voilà, c'est un peu le symbole de toute cette série, toute la force et la complexité, une série violente, maligne, voilà, intéressante, pas parfaite, etc. Et sans oublier les 2 acteurs principaux, que ce soit Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, qui sont parfaits, voilà, hein, c'est des acteurs qui sont à 200% dans leur rôle, tellement bons qu'on voit personne d'autre jouer. Je vous avoue, j'espère qu'ils vont pas faire de recast, parce que pour moi c'est vraiment des acteurs qui ont tout compris
à leur personnage. C'est vraiment même le casting, ou en tout cas la prise de casting la plus intéressante chez Marvel, avec Robert Downey Jr. ou je sais pas, Chris Evans ou Chris Hemsworth. C'est vraiment dans ce lot d'acteurs qui sont tellement parfaits pour leur rôle que tu ne verrais personne d'autre pour jouer ces super-héros. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces 3 épisodes de Daredevil Born Again. On se retrouvera pour parler des épisodes 7 et 8, donc pour parler de la fin de la série, et je ferai aussi avec les épisodes 7 et 8 un rapide retour sur toute la série, même si j'ai déjà bien parlé là, sur ce qui est bon, ce qui a bien marché, etc. Et la suite, je parlerai aussi de la suite par rapport au film Punisher, là, le film qui dure 1 heure, là, qui revient sur l'après Daredevil avec le Punisher, et la suite aussi avec Daredevil, avec Spider-Man Brand New Day. Donc voilà, pour continuer toute cette chronologie des films street level que Marvel a lancé depuis Daredevil Born Again, je crois, depuis la première saison. Donc dites-moi tout ce que vous avez pensé de ces épisodes, de toute cette série, et moi je vous dis à très bientôt pour le débrief de l'épisode 4 de la saison 5 de The Boys. Merci encore de m'avoir écouté et au revoir.